La chambre. Il pleut, si ça peut vous rassurer aujourd'hui. J'amène le soleil demain. Caroline, on a envie que tu nous dises ce que tu fais avec le Change Lab. Et aussi, pour nous, c'est l'occasion, depuis Paris, de lancer un appel aux autres villes pour que des super collectifs naissent dans d'autres villes. Ok, bah avec plaisir. Alors, merci pour votre invitation déjà. Alors c'est un petit peu compliqué d'arriver comme ça alors que vous avez travaillé toute la journée. Donc je vais être rapide, c'est promis, que je suis sûre que vous avez très envie de partir voir votre apéritif en présentiel. Ça fait du bien de temps en temps. On a discuté avec Jérémy qui a souhaité m'inviter et je te remercie à cette réunion. Donc très rapidement, pour parler du changement dans le plaisir et la simplicité. Donc on va pas parler de concept ou de choses comme ça avec moi, pas du tout, je sais pas faire. Par contre, je sais avoir du bon sens et j'adore le collectif. Je suis une passionnée de collectif, donc je pense que c'est pour ça aussi que vous voulez que je fasse partie de cette aventure. Donc, pour résumer mon parcours très rapidement, j'ai eu 3 gros morceaux. Le premier où j'ai travaillé avec des grosses structures comme Nature et Découverte, Maison Décorative, dans la high-tech avec Gemalto également, etc. Où en fait je m'occupais de monter des partenariats à l'international entre différentes sociétés et monter des structures de sourcing et de marketing. Et en fait, je me suis aperçue que, quelle que soit la société et le domaine d'activité dans lequel je travaillais, les gens sont toujours intéressés par les mêmes choses, ont à peu près toujours les mêmes moteurs. Et en fait, on peut activer un collectif assez rapidement quand on enlève les courts-circuits dans les réseaux. Donc c'est ce que je m'attelle à faire assez facilement, c'est-à-dire que j'essaie toujours de voir là où ça pêche en prenant une vision un peu macro des choses. Donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, puis un jour un ami qui savait, j'avais travaillé à la Croix-Rouge 1 an en off pour faire du SAMU social, et comme il savait que j'aimais l'humanitaire et les voyages, il m'a dit on a un pépin, je travaille dans une filière de thé, une grande société que je ne citerai pas a lâché tous les producteurs et il faut trouver un débouché commercial rapidement pour la filière. Et je me suis retrouvée à travailler dans les filières agricoles pour les 10 prochaines années, dans le thé, les épices, etc. Et d'un côté, les filières avec les petits producteurs à l'étranger, notamment à Sao Tomé en Afrique, je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent, le pays du cacao, en face du Gabon, en Inde, en Tunisie. Et en fait, le but, c'était de faire parler 2 langues qui ne se parlaient pas très bien, qui étaient la production, qui a des contraintes qui sont liées à l'écosystème, à la Terre, à un rythme qui n'est pas le nôtre, qui est le sien. Et ensuite, des gens qui avaient des besoins court terme, rapides, avec des exigences consommateurs très importantes. Donc le but, c'était d'arriver à faire parler ces 2 mondes-là. Et c'est ce qu'on a fait avec pas mal de filières. Et je me suis aperçue en fait que là-dedans, ce que moi j'avais pas compris, c'est que quand je mangeais quelque chose, il y avait une histoire derrière. Quand je faisais quelque chose, il y avait un impact derrière. Et donc je suis devenue un peu la spécialiste de la sensibilisation à la consommation responsable, et notamment auprès du grand public, en m'intéressant beaucoup à la façon de le faire sous forme de jeu. Donc j'ai monté un jeu qui s'appelle L'espoir est dans le placard, où on dessine un placard et à partir de là, on remonte un petit peu tout ce qu'on a dans notre placard de cuisine. Donc j'ai fait ça auprès des citoyens d'abord, et puis après je me suis aperçue que les entreprises, quand ils achètent des choses, ils ont un peu les mêmes façons de fonctionner en fait sur l'achat. On a des réflexes, on a des réflexes prix bien entendu, on a des réflexes temps, mais on a plein d'autres réflexes également qui sont liés à notre histoire, à nos expériences. Et en fait, de ça, je me suis aperçue que les premiers pas dans la consommation, c'est les mêmes que dans le changement en général. C'est-à-dire qu'en fait, le premier pas, c'est le moteur. Donc là où je travaille maintenant avec le Change Lab, c'est une société que j'ai montée qui s'appelle la Maison du Changement en français. Et son but, c'est d'aider les entreprises. Donc je fais du coaching en entreprise, dans ma région principalement. Et je fais également du... C'est bon pour le son ? Tout va bien. Et je fais également, j'ai monté une école de consommation pour des citoyens ici, et une école de changement. Et en fait, je travaille beaucoup sur le premier pas, qui est celui d'identifier le moteur émotionnel. Parce qu'en gros, il y en a 2, il y a la peur et il y a le plaisir. Donc en ce moment, on est beaucoup sur le moteur émotionnel de la peur.
Et moi, j'essaie d'activer celui du plaisir parce qu'on est beaucoup plus puissant quand on travaille avec passion. Donc, c'est pas évident hein, quand je vais voir des chefs d'entreprise. Alors, je travaille pas mal avec des TPE et PME maintenant parce que ma région est constituée principalement de TPE et PME. Mais quand je vois des chefs d'entreprise, pour parler de transition écologique, les premiers pas, etc., le RSE, ils ne savent pas ce que c'est. Bon, ils me demandent de remplir des dossiers, des choses comme ça c'est pas ma spécialité. Et du coup, en fait, j'essaie toujours de savoir pourquoi ils ont envie de mettre ça en place dans leur entreprise, à quoi ça leur sert. Et quand je leur demande ça, en général, les moteurs, c'est quand on creuse un peu, en fait, le moteur, c'est j'ai du mal à recruter du monde, j'ai du mal à garder mes employés motivés. Et le deuxième, c'est je vais passer pour un imbécile si je m'y mets pas. Donc je vais être ringard et je vais avoir 2 temps de retard par rapport aux autres. Et du coup, une fois qu'on a identifié ces moteurs, alors c'est très difficile de faire dire ça à un chef d'entreprise, mais j'arrive toujours à mes fins à leur faire dire que vraiment leur moteur, c'est ça. Parce que je leur dis, ça sert à rien qu'on aille raconter des bêtises, que votre moteur, c'est la protection de l'océan si vous n'en avez rien à faire. Parce qu'on ne va pas travailler sur un moteur qui n'existe pas, ça ne marche pas. Et puis ensuite, j'essaie d'identifier dans l'entreprise les moteurs de chaque personne. Donc, parfois, je le fais avec un groupe, parfois, je le fais un peu comme vous l'avez fait là, aujourd'hui, j'imagine. Il y a toujours des moteurs vachement intéressants. Il y a des gens qui sont passionnés de cuisine, il y a des gens qui sont passionnés de nature, il y en a qui adorent, il y en a qui ont peur pour leur santé en ce moment, c'est le moteur principal. Et donc, une fois qu'on a identifié ça, on va pouvoir faire en sorte que chacun travaille sur ses moteurs dans l'entreprise pour créer un projet global. Et on écrit la nouvelle page de l'histoire de l'entreprise, comme ça. Donc, je pense que Jérémy, ce qui lui a plu quand il est venu au Change Now, c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est que dans la maison du changement, donc dans ma maison du changement, en fait, que ça soit, parce que moi je prends l'individu dans sa globalité, pas seulement dans l'entreprise. Pour moi, c'est pas une personne qui travaille en entreprise et une personne qui vit chez elle, c'est une personne qui s'intéresse à tel ou tel sujet. Et en fait, ce qui lui a plu, c'est qu'on adresse tous les sujets. Donc on adresse le sujet de travailler sur les moteurs et les freins psychologiques au changement. On adresse le fait que j'ai des produits, par exemple j'ai des produits pour tous ceux qui veulent consommer différemment. En gros, comme j'en avais marre qui me disent mais on trouve pas, on n'arrive pas à trouver ces produits-là, j'ai fait un site en ligne avec tous les produits qui sont difficiles à trouver. Et puis après, on fait des ateliers pour les citoyens. Là, on va à Valence la semaine prochaine, par exemple. Je ne sais pas s'il y en a qui vont à Hypercup, si ça a lieu, puisqu'il y a 2000 personnes attendues pour parler sensibilisation et échanger sur les changements et qu'est-ce qui se passe. Donc on a des spécialistes de l'énergie avec qui on travaille en RSE. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce moteur. Et je crois vraiment que si on arrivait à remettre de la passion dans tout ça, donc je ne sais pas ce que vous aurez retenu de votre journée, j'étais pas là, c'est un peu compliqué de rebondir dessus, mais ce qui serait intéressant, c'est que chacun se dise pourquoi j'ai aimé ce collectif en fait. Est-ce que c'est tout simplement pour être avec des gens, parce que ça fait drôlement du bien en ce moment d'être avec des gens physiquement, ou est-ce que c'est parce que ça vous a donné un enthousiasme sur un sujet? Et j'essaye vraiment toujours d'identifier c'est quoi ce petit truc, la petite bulle de vie qui s'est allumée. On a tendance à beaucoup trop ignorer les bulles de vie. Et moi, c'est une bulle de vie en Afrique qui m'a fait changer de vie. Parce qu'un jour, je me suis assise au milieu des femmes productrices. Il n'y avait pas grand-chose à part quelques oiseaux, des arbres. On partageait 3 pommes, parce qu'il y a des pommes là-bas et 3 ananas. Et en fait, je me suis dit que ce pays qui était le plus pauvre du monde, c'était là où je m'étais sentie le mieux au monde. Donc, j'essaye de me dire, ce qu'il faut, c'est sentir et sentir encore. Donc, je ne sais pas si ça répondra à ce que tu attendais, Jérémy. C'est parfait. Est-ce que tu pourrais nous partager ta vision de l'écologie? Ma vision de l'écologie, comme je dis toujours, pour moi, l'écologie, parce que oui, on a tendance à dire l'écologie comme un gros mot, un peu, là, comme un truc hyper lourd, plein de connotations négatives, et comme je dis toujours, mais revenons au vivant, en fait, activons le vivant qui est en nous. Le vivant qui est en nous, c'est le vivant qu'on a autour de nous, c'est-à-dire avec les éléments de la nature. Et pour moi, l'écologie, c'est la science qui consiste à défendre la vie, c'est-à-dire toutes les interactions entre les espèces. Et c'est rien d'autre. L'écologie, c'est notre interaction avec le milieu vivant extérieur, avec les espèces animales, les espèces végétales, et c'est rien d'autre. Donc voilà, c'est ça ma vision de l'écologie. J'essaie toujours de dire que c'est pas un gros mot et je continuerai à l'utiliser parce que je vois pas pourquoi on devrait se passer de l'utiliser. Si tout le monde arrivait à réactiver le vivant en lui-même,
on ferait des entreprises incroyables. Et si on regarde toutes les grosses entreprises qui ont marché à travers les années, franchement, c'est toujours des patrons qui ont ça dans les tripes, où il y a de l'enthousiasme, et c'est ce qui manque en ce moment, de l'enthousiasme et de la passion. Donc moi, j'aime bien les gens qui ont des propos tranchés sur l'écologie, parce que les gens qui sont passionnés d'océan, ils savent nous parler d'océan. Les gens qui sont passionnés d'environnement savent nous parler d'environnement. Le reste, après, moi je fais beaucoup de réunions avec des spécialistes de RSE et parfois je suis fatiguée parce que je dis c'est pas habité, moi j'ai envie d'un truc habité quoi. Donc voilà, j'ai tendance à dire travaillons sur nos moteurs et sur ce sur quoi on est bon. Moi j'ai des expériences agricoles, je m'en suis servie pendant le confinement. On avait d'un côté, j'avais des copines infirmières, je leur disais ce qu'il faut à vous parce qu'elles étaient sur le feu, hein, comme ça risque de se repasser dans le sud dès la semaine prochaine, malheureusement. Et elle disait, ce qui serait bien, c'est des courses, que vous nous fassiez des courses. Et je disais, ok, qu'est-ce que vous voulez manger? Elle disait, des trucs sains, parce que quand on sort d'une journée d'hôpital, on a besoin de trucs sains. Et nous, on avait des producteurs dans la région qui n'avaient plus d'endroit où livrer, parce qu'ils n'avaient pas de marché, il n'y avait plus de marché. Et il n'y avait plus de restaurants qui leur commandaient. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir les producteurs avec une amie. Alors tout le monde me disait, oh là là, mais comment tu fais pour les papiers, les flics ils t'arrêtent pas, les machins. Alors je peux vous dire que les flics ils s'en foutent en fait, ils sont comme nous et qu'ils essayent de faire leur boulot bon an mal an. Ils m'ont toujours ouvert les portes, au contraire. Donc on a fait des paniers, on a monté des paniers assemblés de produits qui nous paraissaient bien et pratiques à manger. Pour les hôpitaux, on les a livrés à l'hôpital. Et on a demandé à des donateurs de payer ces paniers. Nous, on faisait notre travail gratuitement. Les producteurs avaient un prix de revient qui était à prix coûtant, mais pour ne pas perdre les choses. Et de notre côté, on a assemblé les paniers. Et ça, c'est du collectif simple à faire. En ce moment, je travaille sur d'autres choses, sur la récupération de matériaux dans les travaux publics, par exemple, parce qu'il y a un vrai travail tout le monde jette les fenêtres, les portes, les trucs comme ça me rend malade. Donc, avec quelqu'un d'autre, on a pris un hangar et on a décidé de mettre un jeune en place pour le faire, de récupération de ces matériaux, parce qu'il n'y a aucune conscience à ce niveau-là, et là, c'est vraiment dramatique. Est-ce que tu pourrais nous partager avec nous une expérience collective waouh? J'en ai plein d'expériences collectives waouh, c'est toute ma vie. L'expérience collective la plus waouh que j'ai faite, c'était en Afrique, encore une fois, puisque c'était des femmes en fait qui ont démarré le projet avec nous. Pour un producteur, lui dire qu'il va devoir travailler en bio pour une entreprise à l'autre bout du monde qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, et sachant qu'il a été habitué à faire du cacao en monotâche toute sa vie, pour lui dire que il va devenir. Notre but, c'est de faire en sorte qu'il devienne auto-entrepreneur et qu'il y ait une espèce d'autonomie avec plusieurs clients possibles, c'est compliqué. Et un jour, comme dans toute zone agricole, si vous avez vécu dans des villages ou des choses comme ça, tout ce qui est moderne, tout ce qui est packagé, ça paraît moderne et ça paraît plus sain. Dans l'image des gens de l'agriculture. Et du coup, en fait, les femmes, elles allaient dans un premier supermarché du pays qui avait été lancé pour acheter des poivres de Leader Price, qui étaient bien emballés, très jolis, etc., et qui faisaient riche, on va dire. Ce poivre, c'était un poivre vietnamien qui avait transité par l'Afrique du Sud pour le remplissage, par l'Inde. Donc de Vietnam, il est parti en Afrique du Sud, ensuite en Inde. Il faut savoir que pour un poivre, entre vous et un producteur, il y a à peu près 10 à 15 intermédiaires en moyenne. Donc il avait transité comme ça dans tous les sens et il arrivait en Afrique à l'endroit où on avait un poivre de très haute qualité. Mais c'était intéressant pour le gouvernement parce que bien sûr ils allaient toucher des frais de douane et c'est ça qui les payait. Hein, donc c'était intéressant d'importer du poivre plutôt qu'utiliser le poivre local. Et donc j'ai fait un bras de fer avec le gouvernement en disant si vous apportez un seul gramme de poivre dans ce pays de 150 000 habitants, je n'exporte plus un seul gramme de poivre, sachant qu'on achetait 20 tonnes de poivre pour 3 sociétés. Et du coup, on a fait ce bras de fer et ça a marché. J'ai expliqué aux femmes que la chose la plus importante, c'était de d'utiliser la moitié de leur production, au moins pour leur consommation du pays, et de faire du maraîchage à côté. Donc en fait, j'utilisais les fonds européens qui étaient pour les former au poivre, pour les former au maraîchage aussi, en fait. Et pendant le Covid, j'ai eu un très beau message de ces femmes qui m'ont dit que grâce à cette politique qu'elles ont mis en place, elles ont nourri tout leur village avec ce maraîchage, puisque les grosses sociétés, à partir du moment où les transports ont été arrêtés, il faut savoir qu'elles ont fermé les vannes complètement.
Il y a très peu de sociétés qui soutiennent ces sociétés-là quand il y a un problème. Hein. On a vu ça en Inde, la mousson, etc. J'avais Etikab à côté de moi et c'était le seul de commerce équitable qui était avec moi. Mais sinon, les autres, voilà, ils ont équitable que le nom. Et du coup, voilà, ça c'est un beau projet collectif. Un autre projet vite fait qui n'a rien à voir, j'ai travaillé dans la high-tech il y a longtemps. Et on avait une solution technologique super, c'était une carte à puce avec beaucoup de mémoire et tout, c'était génial. Tous les gens de R&D n'arrêtaient pas de me dire que c'était génial et je leur disais ok mais c'est génial mais ça sert à quoi? Et en fait à chaque fois ils me disaient bah je sais pas trop mais c'est génial, c'est de l'innovation et tout. Et en fait je me suis dit qu'on avait deux choix, c'est-à-dire soit on attendait de trouver des applicatifs qui éventuellement feraient un boom comme Apple, mais il y a quand même assez peu de chances qu'on en arrive là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé un grand salon de tous les gens qui faisaient des applicatifs autour des cartes à puce. Ils étaient de Slovénie, d'Inde, de partout dans le monde. Et en fait, on les a regroupés par secteur d'activité. Il y en avait qui travaillaient sur la carte, qui servait à la banque, d'autres à l'applicatif pour les universités. Et en fait, en se mettant ensemble, ils ont trouvé des applications super. Ils ont résolu tous leurs problèmes techniques, puisqu'ils sont allés voir les gens de R&D avec une liste précise de toutes leurs problématiques technologiques. Donc il y a des technos qui ont été abandonnés parce que ce n'était pas utile pour eux. Et grâce à ça, on a eu une émergence de centaines de solutions sur le terrain. Donc voilà, un autre exemple de collectif. Donc là, on vient de vivre 2 jours d'atelier super à Paris, avec beaucoup de Parisiens. Quelques personnes sont venues, 2-3 personnes sont venues d'autres villes éloignées de Paris. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment essaimer dans d'autres villes? Qu'est-ce que ça t'inspire quoi? Quelles pistes, quels conseils, quelles envies? Bah, l'envie de créer du collectif ici, elle est vraiment présente. Après, moi, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé chez vous, que tu me racontes un petit peu plus comment ça s'est passé, ce qui a été positif, ce que vous avez ressenti de positif dans tout ça. Moi, sur le Sud, on est déjà en train de monter des liens avec avec des sociétés qui sont dans le concret, comme je dis toujours, c'est-à-dire des gens qui sont du terrain, des gens qui montent des innovations et tout ça. Comme je te disais, on n'a pas beaucoup de grosses sociétés. Donc, pour aider les sociétés ici, là, on a répondu à un appel d'offres du Conseil général et de l'ADEME. En fait, on n'a pas travaillé sur le moteur principal. Moi, j'étais un peu frustrée. Je disais, mais en fait, on s'en fout de leur dire qu'il faut faire ça en étape 1, 2, 3. La seule chose qui est importante, c'est de savoir pourquoi le chef d'entreprise ne va pas là-dedans. Pourquoi il n'est pas motivé par la RSE qui devrait être juste... Moi, je dis toujours aux gens, est-ce que vous avez envie de vivre? En fait, c'est ça la question. Est-ce que vous avez envie de vivre? C'est ça dont on parle de rien d'autre. Et en fait, je dis toujours, s'ils ne le font pas, si un restaurateur en ce moment il ne s'occupe pas de ses achats, c'est parce qu'il a le nez sur le compteur économique et que d'aller chez Métro c'est hyper pratique et qu'il n'a pas le temps de faire autre chose. Sauf que si on le fait travailler en collectif, et je l'ai fait là, on a monté un food court à côté de Aix, ou en extérieur, dans un vignoble où la société n'avait pas pu faire sa pub, donc qui n'était pas très connu. Et on a monté un food court avec tous les restaurateurs qui étaient en galère pour pouvoir avoir un fonctionnement commun, partager les frais de tout ce qui est sécurité, etc., parce que c'est super lourd. Et ces gens-là, ils veulent acheter mieux, mais pour ça, il faut les aider à faire la recette. C'est-à-dire que moi, j'ai aidé des restaurateurs en reprenant leur recette. Ça ne sert à rien de leur dire bon, maintenant, il faut que vous achetiez local, parce que le prochain confinement, vous êtes en galère, la prochaine fermeture de frontières, vous êtes en galère. C'est très bien, ils ont envie de le faire. Ce n'est pas le problème de l'envie de le faire, c'est le problème de la méthodologie fastoche, pratico-pratique, etc. Et moi, je crois que dans le collectif du Sud, en tout cas, ce que j'ai envie d'amener, c'est ça. Donc, on est en train de monter un collectif, on verra après comment fonctionner avec vous, le super collectif. Mais moi, je veux vraiment du pratico-pratique. Je veux plus autre chose que ça, c'est-à-dire de dire, OK, on trouve des solutions par industrie et vraiment des choses qui sont pratiques, des choses... Les gens, ils veulent bien tous bien faire. Les déchets, ils veulent tous faire attention, ils veulent tous... Et parfois, c'est en se mettant à plusieurs petites sociétés qu'on y arrive. Je vais demander aux personnes qui sont là ce que ça leur inspire et peut-être un petit début de dialogue. Je sais pas si tu te Jeanne, pas de problème. Du coup, merci de ce partage. Moi, ce que je trouve super, c'est déjà l'inspiration. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu décris, c'est que je sais pas comment tu fais, on ne doit pas avoir les mêmes journées, mais tu arrives rapidement à aller sur le terrain
Et c'est vraiment un endroit où je trouve qu'on aimerait travailler avec toi pour ça, du coup, parce que nous, là, on travaille beaucoup sur les envies, les idées, on a beaucoup, on réfléchit, il y a énormément d'enthousiasme et de gens qui ont des envies, et d'arriver à avoir quelqu'un qui a été dans le terrain, nous, ça nous intéresse de voir comment on y arrive et de co-construire avec toi cet atterrissage dans la matière. Donc c'est à cet endroit-là qu'on... Voilà. Avec plaisir. Alors moi, Rudy, donc membre du Super Collectif récemment, et moi ce qui m'intéresse c'est l'innovation sociale et l'économie solidaire. Et on met beaucoup de mots, de jargon sur les pôles de coopération, etc. Moi j'aime bien ton approche de collectif et de voir comment est-ce que en mettant des gens autour d'un enjeu, tu arrives à peut-être disséminer des innovations sociales sur les territoires. Là où il y en a besoin, quoi, des achats responsables, que ce soit de la mobilité douce, durable, etc. Donc ça pourrait être intéressant de travailler ensemble là-dessus. Avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Il y a plein de trucs à faire sur ce thème-là. Il y a d'autres personnes qui veulent partager tout ça, sinon on libère. Ça donne envie de venir dans le sud. Il y a des gens qui veulent Venez dans le sud, moi j'organise un événement dans le sud si vous voulez, avec plaisir. on dit pas non après. Et vous aurez que des choses de circuit court à manger. Ça, on saura faire, c'est promis. Vous mangerez du produit local uniquement. Ouais, ça paraît bien. Ouais. Moi j'irais bien en Afrique. Hein, Donc, tu nous fais passer l'info, publie-la dans le groupe LinkedIn et cette invitation géniale, et puis voilà. Alors, on attend un petit peu parce qu'en PACA, on n'est pas trop en odeur de sainteté pour l'instant. Ah oui, On n'est pas dans les zones favorables en ce moment pour voyager. À Paris Mais non plus. Hein. franchement, avec plaisir, si vous voulez qu'on organise un événement dans le sud, moi j'en organise un bientôt qui s'appelle Enquête de sens et simplicité, avec des gens de milieux très différents, donc même sur l'aspect social, c'est intéressant parce qu'on a des réfugiés qui viennent, on a des handicapés, on a des gens vraiment de milieux sociaux très différents. Juste pour revenir à la base de tout, c'est-à-dire la simplicité, le plaisir. Et du coup, avec plaisir pour vous organiser un événement dans le sud. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. À bientôt. Ouais. Merci Au revoir, Jérémy. merci. Au revoir. Et du coup, l'activité. Jérémy Ça, on met ça là-bas. Il est où Sylvain? Du coup, la salle là-haut, est-ce qu'il reste des trucs? En haut, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. En haut, il n'y a plus rien. En revanche, je ne sais pas si tu peux remettre des pièces. Des pièces, ouais, c'est vrai. En haut, là, non, laissez ça. C'est toi, tu vas faire la Du coup, ça a été sur Il y a les deux, il y a la question.
On aime bien l'espace, c'est la Je dois y aller, en fait. Je vais pas au bar, mais... Merci beaucoup encore. Ouais, c'est vrai, on t'avait pas présenté, c'est longtemps. Merci à ta présence. Ça fait partie que tout le monde le connaissait. On a vu, c'est vrai il faudrait, Jérémy, je sais pas si cette formation de boss, on pense à mettre un tag, on m'a pas présenté sur le. D'accepter l'invitation. Non, ça va, ça va. On va faire le reste. Tiens, on fait une photo d'équipe. Sylvain, Mathieu, Laetitia, Jeanne. Est-ce qu'on peut se faire vite fait une photo d'équipe et une photo de tous ceux qui restent? Allez, go! Sans masque. Sylvain, Jeanne. Oh non, mais allez, on va faire ça comme ça, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut les applaudir? Jeanne. Sylvain. Sylvain. Mathieu. Hello Jeanne. Jeanne. Elle arrive. Alors, attends. Allez. Tu peux te habiller et voilà. Vous nous faites 2-3 photos? Ouais. Yeah. 1, 2, 3. Ouais. Tu cries en même temps. 1, 2, 3. Ouais. Et maintenant tous ensemble. Allez, tous ensemble. Venez. Il faut mettre comme ça. Bah, on va faire un Allez, alors, on va pas aller se coucher. Oh, ça va. Moi, je vais t'envoyer chez Caroline Bledon, elle va te montrer comment on fait. Ah bah oui, elle a pas la Elle a une énergie. Je pense qu'il vaut mieux les mettre sur la photo. Ça fait un peu. Vaut mieux les mettre sur la photo, donc c'est pour discuter, sinon ça permet de. Ah, d'accord. Non, je dis ça à moi. Attends, mais j'ai. En plus, ça Là, il faut se préparer parce que c'est ouvert. Et tu seras pas sur la photo, toi? C'est pas grave, tu seras dans comment? Bah, selfie. C'est bon là? Je sais pas là. Je peux aller chercher le masque le temps que tu finisses ou... Non. C'est bon, c'est bon, parfait. Tu y vas? Ah oui, On va chercher. Sylvain, un niveau découverte, un niveau approfondant dans sa ressenti, développement des sacs de pratique. Vite fait. Ouais, ça m'intéresse. Bah ouais, je veux bien, ouais, ça m'intéresse. Je t'enverrai les articles que j'avais, quand j'avais écrit un article sur l'empathie en particulier.